Jean-Paul Dessy, bonjour, je suis très heureux de vous connaître. Enfin, je vous connais bien, mais c'est la première fois que je vous interviewe. Je vous dis tout de suite, moi, la musique, ce n'est pas que ce ne soit pas ma tasse d'été, mais je ne la connais pas bien. Et quand je vois, donc je m'intéresse surtout au théâtre, à la dramaturgie, là, vous vous présentez, c'est dans... Donc, je m'appelle Philippe Franck, je ne suis pas dramaturge d'habitude, mais là j'ai travaillé avec Musique Noël sur la dramaturgie. Vous allez pouvoir me raconter beaucoup de choses aussi. Et quand j'ai vu alors à Flagey ou à Roll, et la musique nouvelle, je me dis ça, c'est terriblement intéressant, mais comment ça se présente? Je suis encore ébloui maintenant, c'est passionnant du début à la fin, même moi qui ne pige pas la langue anglaise, j'ai su ça avec beaucoup d'intérêt, j'aurai sans doute des traductions par la suite, mais il y avait l'interprétation d'Angélique, là, et puis alors vous, 4 musiciens, et votre présentation, Jean-Paul Dessy, était formidable aussi, parce que très clair. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne parle même pas du son qui était excellent, on est quand même à la radio, mais je veux dire, enfin c'était la radio, mais je veux dire, c'était vraiment très clair et on s'aimait déjà. Et je crois qu'on est comme ça pris pendant un peu plus d'1 heure, et voilà. Expliquez-moi un peu cette aventure musicale et warholienne, si je veux dire. Alors le départ, c'est cette belle exposition que la ville de Mons a eu l'idée de monter, hein, et qui s'est déroulée au musée des Beaux-Arts, au BAM de Mons. Et d'habitude, l'ensemble musique nouvelle qui est basé à Mons fait dans ce musée chaque année un concert lié à une expo. Et puis là, pour l'expo Warhol, je me suis dit, je pense qu'il y a matière à traiter du point de vue musical. C'était une intuition, en se disant qu'un homme comme Andy Warhol, dans les années 60, à New York, ne pouvait pas ne pas avoir été en contact avec toute cette avant-garde extraordinaire qui a changé la face de l'histoire de la musique, avec John Cage, avec Morton Feldman, avec Lamonte Young. Avec aussi, non? Et alors oui, mais ça tille. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il avait partie liée à cette aventure. Et c'est comme ça, en cherchant autour des rencontres musicales qu'a fait Andy Warhol, que je me suis rendu compte que Cage avait créé en 1963 au Pocket Theatre de New York Vexation d'Eric Satie, cette pièce qui avait été écrite en 1893 à Paris et qui est un peu un geste fondateur d'une radicalité, hein, de cette musique répétitive qu'on a seulement compris et seulement fait vivre à l'aune d'un genre à partir des années 60, 70. Du côté rock, c'est Brian Eno qui a pris la manière d'Eric Satie et qui en a fait ce qu'il a appelé l'ambient music, ce que Eric Satie appelait la musique d'ameublement. Et alors, John Cage et les minimalistes américains, ces gens qui vont puiser dans cette sève d'une musique suspendue, d'une musique qui apparemment ne renouvelle rien, ne change rien, laisse les choses dans un état d'immobilité, de duplication de soi par soi. Et en même temps, ça fait comprendre, quand les temps étaient prêts, à travers John Cage et Andy Warhol, pour comprendre que répéter quelque chose, ce n'est pas répéter quelque chose, c'est dire autrement quelque chose. Et que si on est attentif à la répétition, on découvre toujours quelque chose de neuf, parce que notre regard se renouvelle, parce que notre écoute évolue. Et c'est ça le précieux de cette histoire-là, de cette musique minimaliste ou répétitive, c'est qu'on la transforme par l'attention qu'on lui accorde, et elle vous transforme par l'attention que vous lui accordez. Voilà. Et puis alors voilà, je me suis rendu compte, de façon très réjouie, qu'il y avait tout un monde sonore dans la vie d'Andy Warhol, qu'il était un fou de musique, un mélomane, un phonophage, et que toute sa vie était articulée par son amour de la musique, un amour impossible, puisque lui n'était pas musicien, et donc un amour qui le poussait à trouver dans son domaine de maîtrise artisanale ce qu'il faisait avec son regard, avec ses mains, avec ses photos, avec ses films, avec ses couleurs, avec ses sérigraphies, de trouver justement un pendant, de trouver un exutoire, une sublimation à son amour de la musique. Et là, Philippe est entré dans la danse parce que Philippe est un spécialiste du pop art. C'est quelqu'un qui a fait des expositions sur le pop art, qui connaît extrêmement bien cette matière. Donc je me suis dit, il faut faire venir cet homme dans l'aventure. Et alors il nous a amené des trésors dont il va nous parler. Voilà, donc c'était ce trésor, c'est aussi un homme qui a été l'assistant principal, l'ami et quand même on peut dire l'inspirateur, c'était pas que l'assistant d'Andy Warhol, qui s'appelle Gérard Malanga. Gérard Malanga est poète, était poète avant de rencontrer Warhol, a amené l'aspect poésie à la Factory, Ginsberg et tous les autres poètes qui y sont passés. Est aussi celui qui va tirer les sérigraphies avec Andy Warhol, donc par exemple Marilyn, Liz Taylor, Elvis Presley, tout ça, c'est Malanga
qui les a tirés avec Warhol, et parfois même celles où Warhol signait après. Et puis c'est aussi un acteur malgré lui, on va le retrouver dans Cage, dans Chelsea Girls, dans plein d'autres films, et c'est aussi un cinéaste expérimental. Donc c'est un artiste interdisciplinaire, et via Gérard Malanga, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, comme Jean-Paul l'a dit, en tant que commissaire d'exposition, en tant que collaborateur, on a pu avoir des textes de première main, tirés de ce bouquin qu'il a écrit qui s'appelle Archiving Warhol, avec des interviews de première main qui montrent vraiment l'essence même du personnage Warhol sans phare, j'allais dire. Et ça, je trouve que c'était quelque chose qu'on avait envie de faire aussi avec Jean-Paul, montrer l'humain, aller au plus près possible de ce mystère qu'est Warhol, qui se cachait toujours derrière une perruque, derrière un masque, derrière les autres, derrière des stars. Et donc ça a donné finalement le corps du texte, qui sont des interviews qui n'étaient jamais, je pense, ni mis sur scène, ni traduites en français dans les programmes. Totalement inédites. Totalement inédites, et qui datent de 63, donc le moment où il va fonder la Factory avec Gérard Malanga à Manhattan, et même un petit peu avant, qui s'appelait la Firehouse, qui était une usine, donc une ancienne caserne de pompiers. Et puis après, une autre interview de 66. Et donc on a pris tout le matériel des textes, hormis les chansons, viennent des archives de Gérard Malanga, ainsi que les photos, ainsi que le film à la fin, Portrait of Andy Warhol as a Young Man, qui date de 66 et qui est aussi inédit sur scène. Qui a fait les photos? C'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait dans le. Oui, dans les photos du Velvet Underground, les photos de Warhol à la Factory, etc. C'est lui, c'est un grand photographe qui a pris à la fois Mick Jagger, Borges, Duke Ellington, donc tout le monde y est passé, et pas seulement le pop art. Et donc c'est comme ça qu'on a travaillé avec Jean-Paul, en travaillant sur les mains, mais bien sûr sur ce rapport à la musique dont vient de parler Jean-Paul, que peu de gens connaissent, je pense. Comme Jean-Paul le dit dans l'introduction très bien, on pense souvent que c'est un homme d'image, et quand on voit son rapport à la musique, on voit ces images différemment, on les entend presque. Et je pense que cette introduction est très importante, parce qu'on va se lier avec le minimalisme, avec le Monte Young, Satie, etc., John Cage, pour en arriver au Velvet Underground, dont Musique Nouvelle reprend avec la voix d'Angelique Kiddy, qui est tout à fait étonnante, un personnage warholien, mais qui quelque part contraste avec l'univers de la Factory aussi, qui s'était bien approprié de Velvet Underground, et principalement des chansons de cet album Songs for Duella, que l'album de John Cale et Lou Reed avaient écrit en hommage à Warhol. Peu après sa mort. Peu après sa mort. Et il se trouve que quand on a fait ce spectacle, Lou Reed nous a quittés. Oui, au moment où on était en pleine préparation de ce spectacle, on a appris le décès de Lou Reed, qui avait livré avec John Cale le plus beau témoignage à la fois d'amitié et de perspicacité sur l'homme qu'était Andy Warhol. Donc l'album s'appelle Songs for Drella, il est paru en 1989, et chaque chanson raconte un épisode de la vie ou une facette de la vie d'Andy Warhol. Et Songs for Drella, Drella, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est l'amalgame, c'est un mot valise de deux mots, de deux noms. D'une part, Cinderella, c'est-à-dire Cendrillon, et d'autre part, de Dracula. Drella, c'est Dracula et Cinderella. Et c'était ainsi que l'appelaient pas mal de ses proches, mettant de façon intéressante ce paradoxe d'un homme qui était à la fois Dracula. Pourquoi? Parce que tous les gens qui étaient dans son entourage, eh bien, ils se nourrissaient aussi de leur génie, de leur talent, de leurs idées. Et puis en même temps, c'était Cinderella, c'est-à-dire cette sympathique petite Cendrillon, laborieuse, humble, et puis à certains moments qui devenait cette princesse sous les feux de la rampe. Donc voilà, Drella, cet homme extraordinaire, à la fois homme par son regard grand artiste, mais aussi par son écoute grand humain. Et voilà, et donc c'est un spectacle qui est venu par la grâce de Gérard Malanga, qui nous a ouvert ses textes, qui nous a offert ses photos, son film, et puis la voix et la personne d'Angelique Kiddy. Parce que quand on a pris la décision de mettre en scène quelqu'un qui allait chanter les chansons du Velvet Underground, qui allait dire les textes, donc quelqu'un qui était en quelque sorte et quelque part Andy Warhol lui-même, puisqu'il n'était ni John Cale, ni Gérard Malanga. Et s'est imposé aussi l'idée que ça devrait être une voix qui viendrait d'ailleurs, et qui viendrait d'ailleurs, c'est-à-dire d'avoir une femme. Ne pas être dans un modèle masculin, ambivalent, comme l'était Andy Warhol et la plupart des hommes qui étaient dans son entourage, mais d'avoir une femme aussi qui
Angélique, elle est jamaïcaine, donc elle vient d'un monde particulier, anglophone, mais en même temps avec des racines qui plongent dans plusieurs continents. Et puis Angélique est quelqu'un qui a un parcours non seulement d'être la chanteuse qu'on a entendue, c'est-à-dire elle chante splendidement avec une voix profonde, à la fois voilà, une voix qui vous prend, qui vous immerge dans une intériorité puissante. Et puis en même temps, Angélique, elle a fait une longue carrière de danseuse. Ce qui fait que sa façon d'être au corps, d'être au mouvement, d'être à l'espace, est une façon à la fois raffinée, avec une intuition puissante. Donc elle est à la fois performeuse, actrice. Sa voix, quand elle dit des textes, est extraordinaire. Extraordinaire. Et on a trouvé, moi, quand on a réfléchi à chercher ce protagoniste prince, la perle rare, elle est apparue comme étant vraiment celle, elle était à l'époque au Canada, je lui ai envoyé un petit mail, elle a tout de suite accroché à cette idée risquée, il faut bien dire, de se mettre dans cette posture à la fois de chanteuse, de diseuse, de performeuse, voilà, et on est très heureux d'avoir pu mener ça ensemble, c'est une belle aventure. C'est vous qui l'avez fait, donc cette proposition, quand on arrive, on voit une femme qui est dans un canapé, qui dort apparemment, c'est pas très bien, puis qui regarde, qui a l'air de s'en fiche. Vous avez créé tout ça? C'est une création collective, donc c'est un rebond entre en fait, les idées de Jean-Paul, les miennes, celles d'Angélique. Et alors je cherchais la photo ici de ce film qui s'appelle Sleep. Voilà, c'est de là que ça vient quand même. Et donc c'est un des films radicaux de la première manière d'Andy Warhol, qui dure 5h21. Le premier film de Warhol, 63, l'année où il On rencontre Malanga. voit ça dans le film. On l'évoque qui apparaît là. On l'évoque simplement parce que je l'ai vu sur ce fameux sofa qui était Couch, sur lequel Warhol a fait un film d'ailleurs dans la Factory. Et ici c'était le petit ami de Warhol de l'époque, John Giorno, dont que Jean-Paul évoque dans son introduction. Et ça nous semblait intéressant de faire ce voilà, Sleep, film culte, film premier, et donc Angélique soit endormie pendant que je prépare un peu le public à recevoir cette musique en connaissance de cause, ça semblait assez judicieux. Et puis voilà, ce genre de choses, ça se fait aussi en répétition. À un moment donné, qu'est-ce que je fais pendant que tu parles, comment je me mets, puis on trouve des solutions qui viennent un peu de la conjoncture et du heureux hasard des perspectives. Je pense que notre propos était modeste, mais partait avant tout de la musique, c'est important, et à partir de la musique, d'essayer de montrer un Warhol différent, parce que même s'il dit dans les interviews « Êtes-vous humain ?» et qu'il dit non, je pense qu'il est en même temps terriblement humain, y compris dans la manière qu'il a de se cacher, et que cette relation à la musique, quelque part, lui donne une certaine humanité, autre que par ses images. Exactement. C'est bien ça qui s'est passé, parce que la personne Andy Warhol, vous savez comment on la reçoit, hein, on la reçoit vraiment comme l'icône qu'il a voulu devenir. Et en même temps, justement, en grattant derrière la surface de ses œuvres, on a vu apparaître cet homme d'une sensibilité incroyable au son, à la musique, qui pleurait en écoutant Leontyne Price, voilà, chez qui la musique agissait comme moi je rêve qu'elle agisse chez tous les humains. La musique, c'est le médium par excellence d'approfondissement de soi, le médium par excellence qui vous fait perdre vos armures de comportements sociaux, de comportements profanes, de comportements extérieurs, et qui vous met face à la réalité de votre être. Et Warhol, il était là. Et j'ai l'impression que c'est là où il a puisé le Warhol public, mondain, à la surface des choses, qui est aussi son personnage à la fois créé et réel. Donc merci à la musique de transformer les êtres comme elle a transformé Andy Warhol. Et aussi une chose qui m'a surpris, c'est quand vous avez parlé du magnétophone. Oui. Il était fou, il disait que c'était sa maîtresse, sa femme. Sa femme. Dans le texte, c'est ça. La femme, c'est le magnétophone. Et donc, qu'est-ce qu'il exprime à partir de là? C'est un être de grande solitude, en fait, à la fois très entouré et extrêmement solitaire, extrêmement seul, avec des relations qui étaient plutôt douloureuses qu'heureuses. Et là, il a, à travers cette petite machine, il y a des photos de lui avec son musicassette, là, avec ces machines de ces années-là, abreuvées par TDK d'autant de cassettes qu'il voulait, donc il enregistre la vie, il enregistre le monde, il se l'approprie. C'est une façon, je crois, d'entrer en relation avec le monde, d'entrer en relation avec les autres, et d'avoir une espèce d'amour qu'il ingère, qu'il dévore, qu'il prend pour lui, qu'il garde, dont il fait une substance qui affronte l'éternité aussi, parce que c'est ça, le magique de la musique à ce moment-là, c'est qu'on commence à enregistrer et à avoir pour soi ce qui est de l'ordre du fugitif,
hein, de l'imprévisible et à la fois de l'insaisissable. Et lui, il le saisit, il le prend pour lui. C'est sa femme, c'est sa propriété, ce sont les émotions qu'il veut garder. Alors, vous aviez 4 musiciens, vous êtes 4 là-bas Oui. sur le plateau du studio 1, qui joue aussi, Ah oui, oui, au studio dans ce beau studio. de Flagey. Alors, vous pouvez me parler de vos musiciens, comme ça, et de vous-même, bien sûr, puisque... Alors il a fallu choisir, on voulait que ce projet soit, d'abord puisse tenir dans une salle du musée des Beaux-Arts de Mons. Donc le plateau, voilà, et puis soit à taille possible. Pas trop de musiciens, pour qu'on soit comme un petit band, comme un petit groupe de rock. Hein, donc on s'est dit qu'avec 4 musiciens, on devrait pouvoir faire des arrangements intéressants de ces chansons. Ne pas prendre exactement à l'identique un band de rock avec basse, guitare, batterie, clavier. Le violoncelle, c'est mon instrument, donc je me suis dit que ça pourrait apporter une touche, c'est cette touche des cordes, qui renvoie à John Cale, qui lui-même jouait de l'alto. Donc dans les photos Velvet Underground, film, on avait du violon alto. Alors un clavier c'était indispensable, percussion c'était indispensable, mais on n'a pas pris une batterie classique, on a pris du vibraphone, des instruments qui appartiennent plutôt à l'instrumentarium classique pour que la sonorité soit autre que celle qu'on a l'habitude d'entendre à travers les musiciens du Velvet Underground, pour qu'il y ait une perspective, qu'il y ait un approfondissement, ou en tout cas qu'il y ait une régénérescence du son par l'arrangement qu'on allait en faire. Et puis alors la guitare électrique, avec ce guitariste Hugues Cole qui parvient à sortir tout un monde sonore, tout un monde à la fois très parlant, parce que la guitare électrique c'est par excellence l'instrument hein, de la médiation absolue de la musique pop au cours des 50 dernières années, et en même temps c'est vraiment un instrument qui a apporté à la musique contemporaine, à la musique de création, un univers énorme, une profondeur de chant incroyable. Et donc à 4, je crois on a presque une dimension symphonique, c'est ce qu'on cherche en tout cas. En même temps, on est soudés par une amitié, par une façon de jouer. Cette musique-là qui est pulsative, etc., eh bien, elle nous unit. Alors en même temps, on s'est dit, bon, on va reprendre des chansons, mais il faut mettre un peu aussi de ce qui est notre horizon habituel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait nous, avec l'ensemble Musique Nouvelle que je dirige. On fait de la musique d'habitude de création. C'est une musique qui n'a jamais été entendue avant, qu'on entend pour la première fois, et c'est pour ça qu'on l'a fait, pour retrouver ce geste initial d'une musique écoutée dont on ne sait pas ce qu'elle va être. Moi, je crois beaucoup à la force de ça. Et donc, à certains moments, on s'est dit, on va apporter des sons, une façon de faire de la musique qui appartiennent plutôt au monde que j'ai décrit, de Cage, de la Monty Young, de Morton Feldman, et puis aussi de la musique électronique d'aujourd'hui, de la guitare électrique d'aujourd'hui. Les ambiances de New York. Les ambiances de New York. Moi, j'ai bâti une bande-son avec des sons exclusivement new-yorkais, là, qui vient à un moment donné, après qu'on entende la phrase de Andy Warhol, « Media is art ». Hein, voilà, ça c'est aussi un changement de paradigme esthétique. Hein, voilà, les médias deviennent de l'art. Et la musique, d'ailleurs, pour Warhol, en tout cas avec le Velvet Underground, puisque c'est quand même lui, d'ailleurs, c'est Malanga qui les avait fait se rencontrer, avait produit ce groupe. Et au départ, ce groupe, c'était avant tout un projet, on dirait maintenant multimédiatique finalement, puisqu'il y avait 3 projecteurs, il y avait des gens qui dansaient, dont Malanga avec la Wig Dance, la danse des fouets, et d'autres superstars de la Factory, etc. Et je pense que donc à partir de la musique, Warhol voit se développer une manière d'avoir un lien interdisciplinaire finalement, y compris avec les technologies de son temps, quand on parle de la bande magnétique. C'est très important qu'elle soit aussi dans ce spectacle via ses sons de New York, etc. Parce que la bande magnétique, c'est une nouvelle technologie des années 60. Et ça permet aussi ce regard multimédiatique, à partir encore une fois de cette énergie rock du Velvet Underground, mais rock, mais pas tout à fait rock. Et ça, je trouvais vraiment intéressant aussi que Musique Nouvelle s'en empare, parce qu'à l'intérieur du Velvet Underground, il y a aussi le minimalisme américain, il y a aussi une forme de classicisme déjà postmoderne, il y a aussi une musique méditative, il y a aussi du sound art, quelque part, et donc tout ça avec cette énergie en plus qui a ces deux mondes assez finalement différents, John Cale et Lou Reed, et le monde de musique nouvelle qui est très ouvert aux musiques électroniques, aux musiques rock, mais qui a toute cette histoire de 50 ans, et ça correspond aussi avec les 50 ans de la Factory. Ça, c'est très intéressant. Fait le lien dynamique entre ces tendances. On a fêté les 50 ans de musique nouvelle l'an dernier, et donc finalement l'histoire de la musique nouvelle a la même profondeur de champ historique que cette histoire qu'on raconte autour d'Andy Warhol. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir que outre-Atlantique, en Amérique du Nord, à New York en particulier, dans les années 60,
il développe une musique qui est aux antipodes de celle que les précurseurs européens, et notamment les fondateurs de la musique nouvelle, Pierre Bartholomé, Henri Pousseur. D'une part, on a une attention avec John Cage, avec Lamonte Young, avec Morton Feldman, à la parcimonie. On cherche à renouveler le genre musical à partir du presque rien, du moins possible, de la répétition, de sons immobiles, de temps étiré, etc. Et en Europe, dans la vie Europe, c'est tout l'inverse. On cherche à faire de la complexité, on cherche à avoir des langages extrêmement sophistiqués, on cherche à avoir un déterminisme absolu de la partition, là où du côté Cage, on incorpore le hasard et l'improvisation, deux mondes apparemment très 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 éloignés. Et en même temps, quand on creuse en dessous de ça, on voit qu'il y a un dénominateur commun qui s'appelle Anton Webern. En 1950, il y a un concert à New York où on crée pour la première fois aux États-Unis la symphonie de Anton Webern, en 1950. Il y a John Cage, Morton Feldman. Et pour eux, ils entendent Webern non pas comme l'homme de la complexité, mais au contraire comme l'homme des sons suspendus, l'homme du silence. L'homme de la musique est comme un ciel par un beau 15 août, c'est-à-dire tout est à sa place, tout est suspendu, il n'y a besoin de toucher à rien. Et de l'autre côté, les grands créateurs européens, Boulez, Berlioz, Henri Pousseur, entendent Webern comme leur maître à penser aussi, mais l'entendent d'une toute autre façon. Ils analysent la partition et voient toute la complexité qu'ils peuvent en tirer. Ils font la série généralisée, le sérialisme généralisé. Donc, à partir d'un noyau commun, on voit deux histoires complètement différentes. Et nous, ce soir, on a été attentif à faire entendre aussi quelque chose qui n'a pas existé en Europe à ce moment-là, c'est que le savant et le populaire se connaissent, se répondent, font un métissage étrange qui appartient au monde américain et à lui seul. Et c'est très intéressant, parce qu'en Europe, au contraire, le monde populaire et le monde savant s'éloignent de plus en plus les uns des autres. Et ce soir, pour les musiciens, pour le public, c'est aussi, je crois, un plaisir de voir se regarder avec amitié à la fois des traditions rock et des manières de faire de la musique plus écolées, plus, le mot savant était redoutable en tout cas, voilà, mêler les cris et l'oral, mêler l'intuitif et le plus senti par le savoir. Voilà. C'est merveilleux tout ce que vous me dites en ce moment, pas plus d'ailleurs. Alors, c'est important de le savoir pour tous ceux qui vous écoutent et qui vous regardent en ce moment. On a parlé d'un ouvrage publié donc en anglais. Est-ce qu'il y a une version française? Et donc, c'est un jour, c'est publié en Angleterre chez donc, il faut se faire Creation Books, Carving World, voilà. Mais il y a aussi pas mal de pour ceux qui pratiquent l'anglais, on le trouve à Bruxelles? Peut-être chez certains libraires plus spécialisés en art, mais on retrouve en tout cas sur Internet, on peut encore le trouver, je pense. Voilà. Ça vaut le coup de le découvrir parce que c'est un autre regard sur la rock, encore une fois de première main. Et je voulais un peu rebondir sur ce que disait Jean-Paul aussi, avec finalement ces deux lectures d'un moment d'une fracture de l'avant-garde musicale. Et je pense que ça peut faire rebond aussi sur ce que, moi qui suis un adepte de la démarche de musique nouvelle, en tout cas de ces dernières années, sur la démarche qu'a Jean-Paul et musique nouvelle, c'est-à-dire une démarche vraiment à la fois de respect de ces traditions-là, mais aussi d'intersection qui œuvre avant tout pour une écoute active. Et là, on est étonné justement, parce que Warhol, on a l'impression que c'est le bruit, c'est l'image non-stop, c'est avant tout le glamour, alors qu'on en a une approche presque méditative. Et on y retrouve d'ailleurs la spiritualité qui est à l'intérieur du personnage de Warhol et qu'il a gagné toute sa vie. J'aime bien quand vous dites lettre d'amour. Oui. C'est très beau. Alors, un très beau concert, et en même temps c'est du théâtre, puisqu'il y a une danseuse, une chanteuse, mais qui est également une comédienne. Tout ce qu'elle peut faire, je veux dire, on sent, enfin j'ai l'impression, je ne sais pas si elle fait du théâtre généralement, mais... Elle a travaillé avec la Guy Company, avec Alain Platon. C'est une performeuse qui peut à la fois être ce qu'on appelle un acteur, ce qu'on appelle un danseur, ce qu'on appelle un chanteur, tout ça dans une seule personne, avec une fluidité entre ces différents aspects, et puis quelle chanteuse. Et qui se donne aussi dans une forme de... j'allais dire d'économie de gestes, de ce qu'on a essayé avec Jean-Paul, c'est qu'il y a une certaine sobriété dans ce qu'on a essayé de montrer. Ne pas aller justement, ne pas aller dans le côté peut-être brillant, un peu facile, qui aurait pu être une lecture, mais au contraire d'aller à l'essence même du personnage et de l'œuvre et de son rapport à la musique, bien entendu. Et je pense qu'Angélique y arrive formidablement, alors qu'au départ, elle ne vient pas du tout de cet univers-là. Mais elle en a fait le sien.
Et elle a pu rejoindre vraiment cette lecture de musique nouvelle de manière, je pense, très harmonieuse aussi, pour donner une énergie que je trouve assez généreuse. Alors, je viens de voir votre concert. On voudrait les voir. Il est enregistré. Il a été enregistré, oui, ce soir. Oui. Les vidéos étaient là, je veux dire, les caméras étaient Voilà, là. Est-ce que vous allez redonner ce concert spectacle, quelque part en Belgique? On l'espère bien. On l'espère bien. C'est-à-dire que vous avez déjà des dates prévues? Non, mais d'avoir filmé ce concert en multicaméra pour en donner une vision à ceux qui n'étaient pas dans la salle ce soir, une vision qui rende compte de ce que c'est évidemment dans le but que ce concert, cette soirée Warhol, elle circule, voilà. Vu l'enthousiasme du public, je pense que effectivement, c'est pas trop égaré. On a touché à un endroit qui, il me semble, est transmissible et est accueilli, et il y a de la gratitude dans cet accueil. Donc j'espère bien que les programmateurs vont être sensibles à ce qu'on va leur proposer. Ce serait bien de faire un DVD aussi. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va faire un DVD, voilà, avec ce qu'on a filmé ce soir, donc qui sera disponible en temps utile à quiconque souhaitera. En tout cas, vous devez m'avertir quand vous allez vous reproduire, quand le livre sortira, peut-être un DVD, on en reparle dans les feux de la rencontre. Avec plaisir. On vous l'enverra. Merci beaucoup. Merci à vous. Une rencontre magnifique. Merci. Vraiment, Merci bravo, pour votre enthousiasme. Merci à vous.